Il y a 3 mois, je dormais sous un pont à Lyon, mangeant dans les poubelles, convaincu que je mourrais dans l'oubli. Je m'appelle Michel Dubois, un responsable logistique de 50 ans qui avait passé sa vie à construire quelque chose de solide. Mon ex-femme Brigitte avait épousé mon patron milliardaire Roland Hutchinson, et ensemble, ils avaient détruit tout ce que j'avais bâti en 25 ans. Mais quand j'ai touché le fond et me suis présenté au foyer pour sans-abri le 18 février, tout a changé. L'agent d'accueil, Joyce Paulson, a regardé ma carte d'identité, puis mon visage. Ses mains ont commencé à trembler. « Votre nom est Michel Dubois ? Né le 15 mars 1974 à Millau ?» Quand j'ai hoché la tête, elle s'est levée brutalement, a verrouillé la porte et baissé les stores. Elle a sorti son téléphone d'une main tremblante. « Ici le poste d'accueil 12. Code d'autorisation 77 alpha 9. Nous l'avons trouvé. Michel Dubois vient de franchir notre porte. » Son visage devint pâle. « Compris. Verrouillage immédiat. » Elle sortit un dossier d'un tiroir verrouillé. Programme testament, sujet 7, présumé décédé. À l'intérieur, une photo d'un nourrisson avec une tache de naissance identique à la mienne, en forme de croissant. « Monsieur Dubois, nous vous cherchons depuis 30 ans. Selon nos bases de données, vous êtes mort dans un incendie de laboratoire en 1977. » Elle me montra un acte de naissance pour Michael Kessler, fils de Dr Diana Kessler, biochimiste à l'Institut de recherche Testament. Le nom du père était caviardé. « Vous vous trompez de personne, dis-je. Je gère des stocks. Ma femme m'a quitté. Je suis sans abri. » Joyce secoua la tête. « Dans 10 minutes, des agents fédéraux vont franchir cette porte. Votre mère biologique a été assassinée en vous protégeant de gens qui voulaient vous utiliser comme arme. Et Roland Hutchinson vous cherche depuis des décennies. Mon ADN, mon sang contenait des secrets pour lesquels des gouvernements tueraient. Je m'étais caché pendant 47 ans jusqu'à ce que le désespoir me conduise dans les mains de ceux qui attendaient. 3 coups secs à la porte. Joyce me regarda. « Votre mère est morte pour vous donner un choix. Mais d'abord, vous devez entendre la vérité. Il y a 6 mois, j'étais Michel Dubois, responsable logistique chez Hutchinson Industries, 65 000 € par an. J'avais gravi les échelons depuis 25 ans, maîtrisant chaque détail du réseau qui faisait tourner l'empire de Roland. Ma vie était routine et fiabilité. Réveil à 500 dans notre maison à caluire et cuire, café, rapport nocturne. Brigitte descendait à 6h ans. Nous parlions de nos enfants. Meredith, infirmière à l'Édouard Herriot, et Bradley, 19 ans, apprenti électricien. 25 ans de mariage. Les choses s'étaient refroidies, mais je pensais que c'était normal. Brigitte faisait plus de sport, s'habillait mieux, se faisait coiffer toutes les 2 semaines. Je l'encourageais. La vérité, elle couchait avec Roland depuis 2 ans. Mon patron de 62 ans, 3,2 milliards d'euros, qui payait des chambres d'hôtel avec la carte de crédit qu'il m'avait refusée. Tout avait commencé lors d'une collecte de fonds, lui l'abordant pendant ma présentation. Le divorce m'a surpris un lundi d'août. L'avocat de Brigitte dans mon salon, papier rédigé. Elle demandait tout. Maison, voiture, 60% des économies, 500 € mensuels. Son équipe juridique, payée par Roland, me dépeignit comme un bourreau de travail qui avait abandonné sa famille. Le juge lui donna raison. J'ai emménagé dans un Formule 1 près de l'A6. Le lendemain, Roland me convoqua. Brigitte examinait sa manucure pendant qu'il m'annonçait « Votre poste est supprimé immédiatement. 25 ans. Et il me virait avec 2 semaines d'indemnité. » La sécurité m'escorta avec un carton. Tasse à café, photo, balle anti-stress. Marcus, que je connaissais depuis 15 ans, ne pouvait me regarder. À 50 ans, avec d'excellentes références, trouver du travail aurait dû être facile. Mais chaque entretien se terminait mal après vérification. La portée de Roland était partout. Mon frère Denis me laissa squatter son canapé à Vénissieux. Après 3 semaines à me voir rentrer ivre, vomir sur sa moquette, il en eut assez. « Tu dois partir. » Ma mère Ruth, 81 ans, vivant à la résidence Les Chênes, m'envoya 300 € de ses médicaments. Je les renvoyais. Elle insista. J'achetais du whisky. Mon oncle Gérald, 73 ans, facteur retraité, me vira 500 €. Kenneth aurait voulu que j'aide son fils.
L'argent dura 4 jours, mais le pire vint de mes enfants. Brigitte leur avait montré des documents falsifiés prouvant que j'avais détourné des fonds. Meredith bloqua mon numéro. Je n'arrive pas à croire que tu aurais volé l'entreprise. Ne me contacte plus. Bradley vint à l'appartement de Dennis, restant dans l'embrasure. Maman m'a montré les preuves. Comment as-tu pu nous embarrasser? Tu as tout ruiné. Quand j'essayais d'expliquer, il secoua la tête. Tu es ivre, tu as toujours une excuse, j'en ai fini. L'hiver a frappé Lyon durement cette année-là. En décembre, je dormais dans un box de self-stockage que j'avais loué avec le dernier de mon argent, gardant mes quelques possessions restantes dans des cartons étiquetés avec mon ancienne vie. Articles de cuisine, récompenses professionnelles, photos de famille. Le gérant des installations m'a attrapé la veille de Noël, a appelé la police, m'a fait arrêter pour intrusion. Ils m'ont relâché après 24 heures, mais mes affaires avaient disparu, vendues aux enchères pour loyer impayé. J'ai appris rapidement la géographie du sans-abrisme. Le pont, sous le boulevard périphérique, était plus chaud que celui près du Rhône. La bibliothèque vous laissait rester jusqu'à la fermeture si vous faisiez semblant de lire. La soupe populaire de Saint-François servait des repas à midi et 18h, mais il fallait d'abord écouter un sermon. J'ai laissé pousser une barbe, pas par choix, mais par circonstance. J'ai perdu 15 kilos en 2 mois. Mes mains ont développé un tremblement permanent du sevrage et du froid. Février a apporté un blizzard qui a tué 3 sans-abri. J'aurais été le 4e si Félix ne m'avait pas trouvé. Félix Rodriguez, vétéran du Vietnam de 60 ans, qui était dans la rue depuis 5 ans, depuis que l'administration des anciens combattants avait coupé ses prestations d'invalidité. Il m'a traîné jusqu'à une bouche d'aération derrière un immeuble de bureau, m'a enveloppé dans un sac de couchage qu'il avait volé dans un magasin de sport et est resté éveillé toute la nuit pour s'assurer que je continuais à respirer. « Tu es en train de mourir, Michel », m'a dit Félix ce matin-là, alors que le soleil se levait sur la ville gelée. « Tu ne tiendras pas une semaine de plus dehors. » Le foyer, la miséricorde sur la rue du 32e. Ils ont des lits, une aide médicale, des travailleurs sociaux. Ils peuvent obtenir des documents, peut-être une allocation invalidité, une sorte d'assistance. Mais tu dois y aller aujourd'hui, pendant que tu peux encore marcher. J'ai marché 6 kilomètres à travers la neige jusqu'aux genoux pour atteindre la miséricorde. Mes pieds engourdis, mes bottes tenues par du ruban adhésif, toussant du sang dans un chiffon qui était autrefois une chemise. Le foyer était un entrepôt reconverti, en briques brunes tachées par des décennies de météo et de négligence. Les fenêtres barreautées comme une prison, mais pour moi, ça ressemblait au salut. Le hall était bondé d'hommes qui avaient renoncé à renoncer, affalés sur des chaises en plastique, les yeux vides, attendant que leur nom soit appelé comme des patients au purgatoire. Le processus d'admission était délibérément humiliant, conçu pour dépouiller toute dignité restante. D'abord, ils ont fouillé mes poches à la recherche d'armes, de drogue, d'alcool. Puis ils m'ont aspergé de poudre anti-poux qui brûlait ma peau et faisait pleurer mes yeux. Ils ont pris mes vêtements pour les laver et m'ont donné une combinaison grise qui sentait l'eau de javel industrielle et le désespoir des autres hommes. 3 heures, j'ai attendu, regardant l'horloge, me demandant s'il manquerait de lit avant d'arriver à moi. Quand Joyce Paulson a finalement appelé mon nom au guichet 12, je me suis traîné comme un homme brisé, parce que c'est ce que j'étais. Elle tapait avant même que je m'assoie, passant par les formalités d'une autre admission. Une autre âme perdue, avec une histoire malheureuse. « Non ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux. « Michel Dubois » dis-je, ma voix rauque de la pneumonie qui grandissait dans mes poumons. Elle tapa. « Date de naissance ?» 15 mars 1974. Elle tapa. « Lieu de naissance ?» Milo, Aveyron. C'est là que tout a changé. Ses doigts ont cessé de bouger. Elle a levé les yeux vers moi, vraiment regardé, comme si elle voyait un fantôme. Puis elle s'est levée si vite que sa chaise s'est écrasée contre le classeur derrière elle, et elle a pratiquement couru vers le bureau arrière. Les autres hommes dans la salle d'attente ont commencé à murmurer. « C'est quoi son problème ?» a demandé un type. « Il a probablement des mandats d'arrêt », a répondu un autre. « Ils appellent les flics. » Mais ce n'étaient pas les flics que Joyce appelait. Elle est revenue avec Harrison Blackwood, un homme en costume bleu marine qui semblait complètement déplacé dans un foyer pour sans-abri.
Il avait le port de quelqu'un avec de l'autorité, les cheveux gris parfaitement coupés, des yeux qui ne ratèrent rien. Il étudia mon visage comme s'il mémorisait chaque ligne, chaque cicatrice, chaque détail. « Monsieur Dubois » dit Blackwood prudemment, sa voix portant un sous-ton d'excitation à peine contrôlé. « J'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous demander. Cela peut sembler étrange, mais c'est d'une importance critique. Avez-vous des souvenirs d'avant votre adoption? Quoi que ce soit de vos 3 premières années? Adopté? Le mot m'a frappé comme de l'eau glacée. De quoi parlez-vous? Je n'ai pas été adopté. Ruth et Kenneth Dubois sont mes parents. » Joyce et Blackwood échangèrent un regard qui fit chuter mon estomac. « Monsieur Dubois, » dit Joyce doucement, « accepteriez-vous quelques scans biométriques, empreintes digitales, scans rétiniens, juste pour confirmer votre identité? Ce n'est pas à des fins criminelles. Nous avons une base de données de personnes protégées, des personnes qui ont été portées disparues, et votre nom a déclenché une alerte. » J'étais trop fatigué pour argumenter, trop malade pour me soucier s'ils appelèrent la police, l'immigration ou qui que ce soit. Joyce m'a conduit dans une petite pièce avec un équipement qui semblait trop sophistiqué pour un foyer de sans-abri. Elle a pressé mes doigts sur un scanner numérique, m'a fait regarder dans un appareil qui photographiait mes rétines, a même prélevé un échantillon de ma joue pour l'ADN. Chaque test résultait en un bip, puis une lumière verte, puis le visage de Joyce devenait plus pâle. « C'est lui », chuchota-t-elle à Blackwood, sa voix tremblante. Correspondance à 99,9%. Sujet, testament 7. Il a été en vie tout ce temps. Blackwood a immédiatement sorti un téléphone. Pas un téléphone portable ordinaire, mais quelque chose qui ressemblait à du matériel militaire. Ici, le directeur Blackwood, département des personnes déplacées. Code d'autorisation 77 Alpha 9. Nous avons localisé le sujet testament Dubois. Oui, j'en suis absolument certain. Implémentez le protocole de confinement immédiatement. Personne n'entre ou ne sort de cette installation. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes étaient faibles de malnutrition et de choc. « C'est quoi ce testament? De quoi parlez-vous? J'ai juste besoin d'antibiotiques et d'un lit. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. »« Monsieur Dubois, » dit Blackwood en s'asseyant en face de moi, son ton urgent mais contrôlé. « Dans environ 10 minutes, ce bâtiment va être encerclé par des agents fédéraux. Certains d'entre eux vous cherchent depuis 30 ans. D'autres espéraient que vous ne seriez jamais retrouvé. Votre vie en tant que Michel Dubois se termine aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Mais avant qu'il n'arrive, vous devez comprendre qui vous êtes vraiment. Joyce est revenue avec un épais dossier Manila estampillé de lettres rouges. Classifié. Programme testament. Sujet c'est. Présumé, décédé 1977. Elle le posa sur la table entre nous comme s'il était radioactif. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dossiers médicaux, des documents gouvernementaux, tous décrivant quelqu'un nommé Michael Kessler, né dans une installation appelée Institut de recherche testament d'une docteure Diana Kessler et d'un père dont le nom était noirci avec des marqueurs si épais que ça saignait à travers 3 pages. « Ça ne peut pas être réel », dis-je en fixant une photographie d'un nourrisson avec ma tache de naissance exacte, ma couleur d'yeux inhabituelle, même la légère asymétrie de mes oreilles dont Brigitte se moquait. « Monsieur Dubois, » dit Blackwood en se penchant en avant, « votre mère biologique est morte en vous faisant sortir de cette installation. Elle a sauvé votre vie et maintenant, 30 ans plus tard, vous êtes entré directement dans nos mains. La question est, qu'allons-nous faire de vous maintenant ?» Blackwood a ouvert le dossier classifié et a étalé son contenu sur la table comme s'il distribuait des cartes qui détermineraient mon destin. Le premier document était un acte de naissance pour Michael Kessler, né le 8 janvier 1974, pas le 15 mars comme j'avais célébré toute ma vie. La mère était listée comme Dr Diana Kessler, biochimiste, âgée de 28 ans. Le nom du père était complètement caviardé, mais son numéro d'identification était visible. Testament Prime 003. « Votre mère était brillante », commença Blackwood en sortant une photographie d'une jeune femme en blouse de laboratoire, cheveux bruns tirés en arrière, des yeux qui ressemblaient exactement aux miens. Diana Kessler a obtenu son diplôme du MIT à 19 ans, son doctorat en biochimie à 23 ans.
Le gouvernement l'a recrutée pour un programme classifié en 1970. Ils lui ont dit qu'elle guérirait des maladies génétiques, éliminerait les malformations congénitales, sauverait des vies. Ce qu'ils ne lui ont pas dit, c'est que le ministère de la Défense dirigeait le programme. Joyce sortit un autre document, celui-ci décrivant les véritables objectifs du programme Testament. Créer des individus génétiquement améliorés pour des applications militaires et de renseignement. Force améliorée, guérison accélérée, fonction cognitive accrue, résistance aux maladies et aux toxines. 7 sujets ont été créés entre 1973 et 1977. 6 sont morts avant leur premier anniversaire. Seul le sujet 7 a survécu. « Vous étiez la réussite ?» dit Blackwood en observant attentivement mon visage. Chaque amélioration a fonctionné. Votre ADN était parfait. Une combinaison unique sur 1 milliard des marqueurs d'intelligence de niveau génie de votre mère et des attributs physiques de votre père. Mais quand Diana a découvert le plan militaire pour vous répliquer, pour créer une armée de soldats améliorés en utilisant votre modèle génétique, elle a pris une décision. Le document suivant était un rapport de sécurité du 15 novembre 1977. Institut de recherche Testament. Incendie catastrophique. 2 morts confirmées. Un enfant disparu. Toutes les recherches détruites. Mais la vraie histoire était dans l'écriture manuscrite de Diana, une lettre qu'elle avait cachée avec la famille qui allait devenir mes parents. « Si vous lisez ceci, » lut Joyce à haute voix, « alors mon fils Michael est en sécurité et je suis parti. Les gens pour qui je travaillais sont des monstres qui transformeraient des enfants en armes. J'ai tout détruit. Toutes les recherches, tous les échantillons, tout sauf Michael lui-même. S'il vous plaît, élevez-le comme le vôtre. Ne lui dites jamais ce qu'il est. Les papiers d'adoption sont des faux parfaits. Son nouveau nom est Michel Dubois. Laissez-le vivre une vie normale. C'est le seul cadeau que je peux lui faire. » Mes mains tremblaient alors que je regardais les photographies. Le bâtiment en flammes. La nécrologie de Diana Kessler appelant sa mort un accident tragique. Un petit article sur un enfant orphelin placé dans une famille en Aveyron. Ruth et Kenneth Dubois, incapables d'avoir leurs propres enfants, soudainement bénis d'un fils de 3 ans qui avait besoin d'un foyer. « Mais voici où ça devient compliqué », continua Blackwood en sortant des documents récents. Le programme Testament n'a jamais été officiellement terminé. Des éléments au sein du gouvernement vous cherchent depuis. Certains veulent vous étudier pour des percées médicales. D'autres veulent militariser votre génétique. Et au cours de la dernière décennie, des entrepreneurs privés de défense ont tenté de relancer le programme. C'est alors qu'il m'a montré la photographie qui a tout changé. Roland Hutchinson serrant la main du général Morrison, ancien directeur du programme Testament, lors d'une conférence de défense en 2018. Une autre photo de l'entreprise de Roland, Hutchinson Industries, acquérant une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche génétique. Des propositions de contrat pour quelque chose appelé « Initiative de relance Testament ». Roland Hutchinson vous cherche, dit Joyce doucement. Pas spécifiquement Michel Dubois, mais le sujet Testament 7. Il a dépensé 40 millions d'euros pour tenter de localiser des recherches survivantes, des échantillons génétiques, n'importe quoi du programme original. Il n'a aucune idée que son ancien responsable logistique est précisément ce qu'il cherche. C'est impossible, dis-je. Mais même en prononçant ces mots, les pièces se mettaient en place. Comment je ne tombais jamais malade, même quand toute ma famille avait la grippe? Comment je pouvais travailler 18 heures par jour sans fatigue? Comment je pouvais voir des schémas et des chaînes d'approvisionnement que d'autres rataient? Optimiser des itinéraires dans ma tête que les ordinateurs mettaient des heures à calculer. Comment mon corps guérissait plus vite qu'il ne le devrait? Comment j'avais survécu dans la rue quand des hommes, 2 fois plus jeunes, étaient morts de froid? Votre sang, votre ADN, même votre moelle osseuse, expliqua Blackwood. Ils contiennent les clés de l'amélioration génétique la plus réussie de l'histoire. Des gouvernements étrangers paieraient des milliards pour un échantillon. Des sociétés pharmaceutiques tueraient pour avoir la chance de vous étudier. Et Roland Hutchinson, l'homme qui a détruit votre vie, deviendrait l'entrepreneur de défense le plus puissant de l'histoire s'il vous possédait. « Alors maintenant quoi ?» demandai-je,
le poids de 30 ans de mensonges m'écrasant. Vous m'enfermez dans un laboratoire, me transformez en cobaye? Non, dit Blackwood, me surprenant. Diana Kessler est morte pour vous donner la liberté de choisir. Nous honorons cela. Vous avez 3 options. 1. Nous vous donnons une nouvelle identité, une nouvelle vie quelque part, loin d'ici, assez d'argent pour disparaître pour toujours. 2. Vous travaillez avec nous. Laissez notre équipe médicale étudier votre génétique à des fins humanitaires uniquement. Aidez à sauver des vies comme votre mère l'avait prévu. Ou 3. Et je ne recommande pas ça. Vous retournez à votre ancienne vie et faites semblant que rien ne s'est passé. Il y a une 4e option, dis-je, mon esprit fonctionnant plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Le brouillard de l'alcool et du désespoir se levant, alors que mon cerveau amélioré s'activait. Roland pense que Michel Dubois est mort, non? Mais que se passerait-il si quelqu'un d'autre se présentait? Quelqu'un avec les bonnes qualifications, le bon parcours, quelqu'un qui pourrait s'approcher de sa recherche testament? Les yeux de Blackwood s'élargirent. Vous parlez d'infiltrer l'organisation de l'homme qui vous a ruiné. Je parle de justice, dis-je, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Un but. La transformation prit 6 mois. Le département des personnes déplacées déclara Michel Dubois mort. Un corps retiré de la Saône, identifié par des dossiers dentaires fabriqués. Brigitte joua la veuve éplorée au service commémoratif, versant des larmes pendant que Roland lui tenait la main. Mes enfants près de ma tombe, Meredith sanglotant, Bradley tremblant. Cercueil vide enterré, pendant que je regardais depuis une voiture, 20 kilos plus lourd, cheveux teints, lentilles changeant mes yeux. Je devins Martin Cross, consultant en logistique de défense. MBA HEC. Paris, 10 ans, avec un entrepreneur militaire privé, spécialisé en optimisation de chaînes sensibles. Le CV parfait pour Roland. L'équipe de Blackwood m'inséra via une connexion du ministère de la Défense. 3 semaines plus tard, j'étais dans le bureau de Roland, le même où il avait viré Michel Dubois, passant un entretien. Martin, votre expérience est exactement ce dont nous avons besoin. Matériaux biologiques sensibles, spécimens de recherche. Le directeur précédent s'est bu à mort. Pathétique. A laissé sa famille en ruine. Je souris, luttant contre l'envie de lui montrer ce dont le sujet Testament 7 était capable. Mais j'avais un jeu plus long. En 2 mois, j'accédais à toute l'initiative de Relance Testament. Roland avait récupéré 60% de la recherche originale via le marché noir et des fonctionnaires corrompus. Ces scientifiques étaient à 3 ans de créer leur premier sujet amélioré. L'équipe médicale fit des percées miraculeuses. Dr Patricia Nguyen découvrit que mon ADN pouvait traiter la dystrophie musculaire, la SLA, une 12aine de troubles génétiques. Votre mère n'essayait pas de créer une arme, elle essayait d'éliminer la souffrance. L'armée a corrompu sa vision, mais la science pure pourrait sauver des millions de vies. Je fournissais des renseignements hebdomadaires à Blackwood. Chaque envoi génétique illégal, chaque pot de vin, chaque violation de traité. Nous construisions un dossier pour le détruire. Mais je voulais qu'il sache qui l'avait fait tomber. Le plus dur, rester loin de ma famille. J'envoyais des colis anonymes à mes enfants avec les preuves. Relevé bancaire montrant les paiements de Roland à Brigitte. Email planifiant mon licenciement. Enregistrement prouvant que j'étais dans mon bureau quand il prétendait que je détournais des fonds. Meredith appela le numéro inclus, un téléphone jetable. « Papa ?» sanglota-t-elle. « Oh mon Dieu, papa, nous savons tout. Maman a tout avoué. Bradley est là. Nous sommes désolés. Où es-tu? Rentre à la maison. » Je ne peux pas revenir, ma chérie, mais sachez que je n'ai jamais rien volé, jamais trahi personne. Je vous aime plus que la vie. Prenez soin l'un de l'autre. Faites confiance à vos instincts. Les ennemis les plus dangereux viennent déguisés en amis. L'appel de ma mère fut encore plus difficile. Ruth déclinait rapidement. Le FBI lui avait dit que j'étais mort. « Michel, je savais que tu n'étais pas parti. Une mère sait. Mais ils m'ont donné une lettre de Diana. Elle a dit que tu étais spécial, né pour changer le monde. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais adopté? Parce que tu es ma vraie mère. Toi et papa m'avez sauvé, élevé, aimé. La biologie n'a pas d'importance. L'amour compte.
Tu m'as donné tout ce qui m'a rendu humain. La fin arriva un jeudi. Raid fédéral chez Hutchinson Industries. Roland arrêté dans son bureau, celui où il avait détruit Michel Dubois. 37 chefs d'accusation. Trafic génétique, armes biologiques, complot. Brigitte nommée co-conspiratrice. Confiscation totale, maison, voiture, bijoux achetés avec l'argent sale. J'étais là quand ils le sortirent, menotté. Debout dans la foule d'employés regardant l'Empire s'effondrer. Il me regarda. Martin Cross, le consultant qui avait alimenté les fédéraux pendant des mois. Une seconde, je le laissai voir. Michel Dubois lui rendant son regard. La reconnaissance le frappa comme un coup physique. Visage blanc, genoux fléchis, soutenu par les agents. Félix, le vétéran qui sauva ma vie cette nuit glaciale, vit maintenant dans un appartement à Lyon. Loyer payé par un bienfaiteur anonyme. Soins couverts. Dignité restaurée. Le foyer. La miséricorde reçut 10 millions d'euros d'un compte offshore. Services médicaux étendus, sans lits ajoutés. Joyce Paulson y travaille toujours. Sauve des vies. Cherche les perdus. La recherche de Diana Kessler, purifiée, produisit des traitements sauvant des milliers de vies. Enfants avec troubles génétiques mortels vivant normalement. Vétérans avec lésions cérébrales récupérant des fonctions perdues. Mon sang, ma génétique, le sacrifice de ma mère. Tout signifiait quelque chose. Je reste Martin Cross, voyageant entre installations de recherche, coordonnant le transport de percées médicales dérivées de ma génétique. Mais parfois, tard la nuit, je me souviens d'avoir été Michel Dubois. Une famille, une maison, 25 ans de travail honnête. Roland et Brigitte m'ont pris cela, mais m'ont donné autre chose. Un but. La leçon est simple. Parfois, vous devez tout perdre pour découvrir qui vous êtes. Michel Dubois détruit par la trahison, écrasé, laissé pour mort. Mais de cette destruction vint la vérité. Je n'ai jamais été ordinaire. Jamais juste un responsable d'entrepôt. J'étais le fils de Diana Kessler. Sujet Testament 7. Un miracle médical vivant. Chaque matin, je regarde la skyline de Lyon et pense au voyage. D'un carton quittant Hutchinson Industries à un carton sous un pont. De Michel Dubois à personne, à Michael Kessler, à Martin Cross. Chaque identité enlevant quelque chose jusqu'à ce que seule la vérité reste. Nous ne sommes pas nos noms. Nos emplois, nos possessions, nos familles. Nous sommes nos choix, nos actions, les vices touchés, les changements faits. Roland purge 70 ans en prison fédérale, son empire divisé entre victimes. Brigitte vit avec sa sœur à Nantes, caissière, bien saisie, enfant refusant de lui parler. Quelque part dans les Alpes, une tombe. Michel Dubois. 1974-2024. Mari et père. Vide. L'homme qu'elle représente a toujours été vide. Une coquille cachant quelque chose d'extraordinaire. Mon nom est Martin Cross, mais je suis aussi Michael Kessler, et j'étais Michel Dubois. Le sans-abri qui a survécu, l'expérience échappée, la victime devenue vainqueur. Votre moment le plus bas pourrait être la porte vers votre vrai but. Les gens qui vous détruisent pourraient en vous offrir le cadeau de la résurrection. Et parfois, la justice vient déguisée en homme sans abri, portant 30 ans de secret et le pouvoir de changer le monde.